les thématiques, les sous-thématiques que nous allons travailler dans ce webinaire, la réglementation de la FOAD, la mise en œuvre de la FOAD. Je l'animerai au début et à la fin, histoire d'ouvrir et de fermer le bal. Et puis, je vous présente surtout des intervenants que vous connaissez déjà. C'était déjà les héros de l'épisode numéro 1. Ils ont évidemment pris en charge l'épisode numéro 2. Jean-Louis Santenot, Isabelle Mariteau, Elias Baza et Sylvain Guyot. Et c'est à eux que je vais céder la parole pour cette présentation en commençant par Jean-Louis. Je dis des bêtises, par Elias, pour la présentation du questionnaire. Merci Annie de me l'avoir signalé, effectivement. Donc on va commencer, chers collègues, par un petit sondage qui permettrait de mesurer un petit peu vos connaissances sur le sujet. Donc je vous mets le lien dans le chat, comme d'habitude. 2 minutes seront suffisantes pour répondre aux 4 questions que je vous présente ici. Donc c'est simplement pour démarrer. Donc que pensez-vous être bien informé sur la réglementation, etc. Donc on va mesurer la même chose en début et à la fin du webinaire. On vous laisse 2 minutes. Donc, un rapide rappel un peu sur la réglementation de la formation à distance. Lorsque vous mettez en place des actions ou des parcours qui vont mobiliser cette modalité, il nous semble intéressant de rappeler un petit peu l'historique de cette réglementation, puisque dans un premier temps, bien que ce soit, si vous avez suivi donc, le premier webinaire sur la multimodalité qu'on avait animé, même si la formation à distance est une histoire relativement ancienne, vous voyez au travers là, des quelques textes qu'on a cités en exemple que sa réglementation est assez récente. Elle date la première fois que la possibilité de mettre en œuvre des formations à distance a été intégrée dans la loi et dans la réglementation, ça date de 2014. Donc c'est effectivement relativement récent. Et auparavant, donc, nous devions nous contenter d'une circulaire donc, qui avait été publiée en 2001 relative à ces actions de formation à distance. Et cette circulaire n'avait de validité. C'est une circulaire, donc elle n'a pas de fondement véritablement juridique. Elle visait, cette circulaire, à préciser un petit peu les possibilités concernant, à l'époque, on parlait d'imputabilité des actions de formation, c'est-à-dire comment on peut prendre en charge financièrement ces actions de formation qui se déroulent à distance. C'était la problématique principale qui se posait alors aux organismes de formation. Et elle visait à préciser un petit peu les droits et devoirs de chaque partie au travers d'un document qu'elle proposait d'établir, un protocole individuel de formation. Donc ce document venait un petit peu était un document contractuel qui était préconisé pour un petit peu border ce que devait faire chaque partie, donc les parties étant le stagiaire, l'organisme de formation et le commanditaire ou le financeur de la formation. On reviendra sur ce protocole individuel de formation parce que c'est toujours un document qu'on vous propose d'utiliser et de mobiliser dans le cadre de ces actions de formation. Et enfin, simplement, en caricaturant et en allant schématiquement à l'essence de cette circulaire, à l'époque, ce qui faisait foi pour le suivi du stagiaire sur son processus de formation à distance, c'était les clics d'entrée, les clics de sortie sur les outils qui étaient mobilisés, donc les premières plateformes de formation. Et donc, on mesurait le temps passé sur une plateforme, et c'est ce temps passé qui faisait office de la durée de formation à distance pour le stagiaire. Donc tout ça, on l'a oublié un petit peu. Et donc la loi du 5 mars 2014, elle est venue reconnaître l'action de formation à distance comme une modalité à part entière qui peut se dérouler avec ou sans la présence du formateur. Donc c'est la première fois qu'on grave dans la loi la possibilité de se former sans être présent, sans être physiquement lié au formateur. Cette loi, elle a été précisée par un décret d'application qui est sorti en août 2014. Et ce décret d'application, il est venu modifier un petit peu la vision qu'on avait de la formation à distance. En effet, il est venu... on a fait une bascule, ce que je vous disais au travers de la circulaire 2001, on était dans une appréciation individuelle de la formation à distance.
Là, on est passé dans une logique plus collective et forfaitaire. Je m'explique, c'est que maintenant, on a la possibilité et on a le droit d'appréhender un parcours de formation à distance avec une notion de groupe. Et cette notion de groupe, et cette notion forfaitaire, elle se rapporte à ce qui est devenu, ce qui a été précisé dans cette loi, c'est l'apparition des durées estimées de formation. Lorsque vous mettez en place un dispositif de formation à distance, il faut forcément que soit indiqué une durée estimée de formation pour le stagiaire. Alors je dis pour le stagiaire, mais j'entends par là, c'est pour ça que l'on parle de dimension collective et forfaitaire pour le groupe de stagiaires. Donc un groupe de stagiaires qui va avoir une partie de sa formation, de son parcours qui sera mobilisé à distance. La durée estimée qui a été déterminée par les formateurs dans ce cadre-là, c'est la même durée pour tous les stagiaires, quel que soit le temps qu'ils passeront sur les outils, sur la plateforme, etc. La durée estimée, c'est l'étalon pour la facturation et la prise en compte du parcours de formation. Donc, je vous renvoie là aussi au premier webinaire qu'on avait fait sur la multimodalité, où on a beaucoup parlé de cette notion de durée estimée. Et le corrélat de cette durée estimée, c'est que désormais, pour justifier, enfin depuis 2014, pour justifier de ce qui s'appelle l'assiduité d'un stagiaire dans son parcours de formation à distance, on va venir mesurer au regard de cette durée estimée les productions réalisées, donc pas des temps de connexion, hein, ça n'a aucun intérêt, ça peut être un élément de preuve, mais ce n'est pas une preuve à part entière, ce qui vient prouver que le stagiaire a bien réalisé la durée estimée de son parcours de formation à distance. C'est la trace que l'on pourra conserver et les productions qu'il a réalisées, les activités qu'il a réalisées qui ont été proposées par les formateurs. Donc Isabelle, ma collègue, elle reviendra pour ces éléments, mais c'était simplement donc pour préciser cette bascule importante. À ce moment-là, on part sur cette notion de durée estimée, une notion forfaitaire pour l'ensemble d'un groupe, et ce qui vient justifier de l'assiduité du stagiaire dans son parcours, ce n'est plus des temps de connexion, c'est réellement des productions réalisées. Donc ça a un impact sur l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie de formation, bien entendu. Cette loi de 2014, elle précisait aussi qu'il y avait la nécessité d'un accompagnement. Elle proposait que soit clairement établi au travers de différents documents, dont un document qui s'appelait le programme de formation, qui étaient les accompagnateurs, sur 2 niveaux, accompagnement pédagogique et accompagnement technique, en cas de difficulté d'accès aux outils ou de difficulté matérielle d'accès à la formation. Et on devait préciser dans ce cadre-là les modalités de contact de ces accompagnateurs et le temps qu'ils mettraient, enfin le délai dans lequel ils s'engageaient à répondre à toutes ces questions. Donc voilà un petit peu le cadre la loi de 2014, elle est venue cadrer un certain nombre d'éléments de manière très formelle. Aujourd'hui, nous sommes régis par ces décrets ont été abrogés, et c'est la loi de 2018 qui a pris le relais et qui a précisé dans un décret du 28 décembre, donc vous avez ici également les liens, les modalités de prise en œuvre. Alors, ce qui est important de comprendre, et Isabelle y reviendra parce que nous, on va vous parler après il y a la partie réglementaire, puis il y a la partie bonne pratique et préconisation qu'on va vous présenter. Aujourd'hui, vous voyez toujours le partage, j'ai changé de diapositive. La réglementation aujourd'hui, c'est le décret de 2018, il est venu assouplir un petit peu ce cadre de 2014. Et il y a 3 conditions cumulatives, il faut que ces 3 conditions soient réunies pour que l'on puisse justifier d'une action de formation à distance. Vous les avez sous les yeux. C'est donc l'information du bénéficiaire. Donc le bénéficiaire doit savoir quand il s'engage dans un parcours qu'il y aura à un moment des temps de formation qui se dérouleront à distance, et il doit savoir comment ils se dérouleront et via quel outil ils se dérouleront. Et la principale modification, ensuite, vous voyez sur le point 2, elle est venue préciser que la deuxième condition, c'est la nécessité qu'il y ait une assistance fournie. Alors vous voyez que là, la loi parle d'assistance et non plus d'accompagnement. Alors quelle est l'incidence concrète? C'est que si on veut se référer à la loi, ce qu'on doit être en mesure de fournir, c'est de dire, voilà, vous avez un problème dans votre parcours, le référent pédagogique, c'est monsieur ou madame untel, vous pouvez le contacter. Vous avez un problème technique, le référent, c'est monsieur ou madame untel, vous pouvez la contacter. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez personne à contacter. C'est le même principe que lorsque vous utilisez votre voiture.
Vous tombez en panne, vous appelez l'assistance. Si vous ne tombez pas en panne, vous n'avez besoin de personne, vous continuez à rouler. Donc là, on est venu supprimer la dimension d'un accompagnement pédagogique et technique obligatoire au profit d'une assistance. Donc ça assouplit un petit peu les conditions, puisqu'on n'est pas obligé de proposer un accompagnement formalisé dans la conception du parcours, en disant voilà, vous aurez des temps réguliers d'accompagnement avec ce formateur. Mais bien entendu, et on en avait parlé aussi longuement dans le webinaire sur la multimodalité et la mise en œuvre des formations à distance, il est nécessaire, nous, en termes de bonne pratique, Isabelle y reviendra, de proposer, au-delà de l'assistance, un accompagnement. Et enfin, la dernière condition que vous voyez, c'est l'obligation d'évaluer et de mesurer la progression des acquis de formation des stagiaires dans leur parcours. Donc, voilà le cadre réglementaire aujourd'hui, en perspective avec la circulaire de 2001 et la réglementation de 2014, qui a été assouplie au profit de ces 3 mesures. Je laisse donc la parole à Isabelle, qui va pouvoir enchaîner sur les bonnes pratiques de suivi et d'accompagnement. Voilà, nous allons nous pencher sur ces bonnes pratiques parce que elles doivent aussi nous permettre de garantir la bonne application de la réglementation. Alors, Jean-Louis a expliqué que tout ce dont l'apprenant devait être informé en termes de programme, temps de réalisation, assistance, évaluation, mais on gagne aussi à formaliser, anticiper les procédures qui vont s'appliquer en continu pour éviter toute difficulté ou dysfonctionnement dans le parcours apprenant. Et ainsi, il est recommandé d'assurer un véritable pilotage de l'avancée de l'apprenant. En ça, on est aidé par les tableaux de bord du DIGRETA CFA qui sont les bons outils pour vérifier l'engagement continu et le bon rythme de progression, par exemple. Et il est important de préciser aux formateurs qu'ils doivent vraiment opérer ce suivi de manière régulière pour pouvoir intervenir dès que nécessaire et éviter une remédiation qui pourrait s'avérer complexe lorsqu'elle arrive trop tard. Et de la même manière, l'assimilation des compétences doit être contrôlée avec beaucoup de rigueur. Donc, on a vu qu'il fallait mettre en place des évaluations, des auto-évaluations, mais cela vraiment tout au long du parcours. Et les signaux forts et faibles de difficultés d'apprentissage doivent être repérés au plus vite et donner lieu à des rétroactions aussitôt que possible pour éviter la démotivation, voire le décrochage qui peut arriver dans le cadre de la formation à distance. Alors là encore, on se réfère aux tableaux de bord qui sont des très bons indicateurs pour le suivi et le contrôle de l'avancée et de la complétude du parcours. Donc en résumé, dans sa mission d'accompagnement, le formateur doit être à la fois proactif par tous les éléments qu'il apporte pour informer et responsabiliser les apprenants tout au long du parcours, mais également extrêmement réactif pour repérer les difficultés et y répondre au plus vite. Donc tout ça, ça veut dire que l'accompagnement doit s'anticiper de manière extrêmement précise et qu'il est nécessaire de lui consacrer du temps. Mais ce temps passé garantit par la suite de pouvoir justifier de la conformité de l'action aux attentes réglementaires, notamment, je l'ai dit, en termes d'achèvement. Et donc, ce temps de présence à distance sur la modalité asynchrone ne doit pas être sous-estimé et pas sous-évalué non plus. Et puis, nous en arrivons donc à concrètement ces éléments de preuve. Quels éléments l'organisme de formation va-t-il pouvoir exploiter pour apporter les preuves de son action? Donc, tout d'abord, on l'a vu, il va établir une progression pédagogique qui va associer un contenu de formation et un temps de réalisation, dont on rappelle, Jean-Louis l'a dit, qu'il s'agit d'un temps moyen, estimé, mais pour autant, en termes de contractualisation, c'est important, c'est un élément important parce que cette contractualisation entre le commanditaire et l'organisme de formation va reposer sur ce temps défini comme optimal pour mener à bien
le programme de formation, et ce sera aussi le temps facturé par l'organisme de formation. Donc, cela étant réalisé, déterminé en amont, lorsque l'action est engagée, il va falloir aussi apporter toutes les données relatives à l'engagement des apprenants, on l'a vu. Donc, ce sont pour les temps synchrones, évidemment, les relevés de connexion. Ça peut être aussi les relevés de participation que fournit également YTA. Mais ce sont surtout, on l'a dit, les preuves de réalisation des activités demandées. Alors, ces activités, ce sont des tests, ce sont des exercices autocorrigés, mais ce sont aussi des contributions par la réalisation de travaux individuels, collectifs qu'a demandé le formateur. Alors, point de vigilance, il faut vraiment noter que la détection des clics par le LMS, ce qui est permis par YTA CFA, où le temps de connexion lors des activités asynchrones ne présente pas des preuves formelles, elles sont aisément détournables, on le sait, que l'émargement n'est pas non plus reconnu pour le dispositif de formation à distance, même si c'est encore une demande formulée par les commanditaires, les financeurs, et c'est à nous que revient ce travail d'explication et de pédagogie auprès de nos clients. Alors, ce qu'il est préférable de faire pour éviter toute difficulté qui se présenterait une fois l'action de formation réalisée, c'est de bien clarifier cela en amont avec le commanditaire, et voire même, Jean-Louis apportera des compléments d'information, de formaliser les choses via notamment le protocole individuel de formation, le PIF. On peut enchaîner par peut-être un point sur vos questions à ce stade. Bien, à mon avis, pas de questions pour l'instant côté du chat. C'est que vous avez tous très bien expliqué, les collègues ont parfaitement compris. Mais autrement, vous pouvez aussi intervenir en direct si vous le souhaitez. N'hésitez pas, en levant la main et puis vous activez votre micro. Mais bon, pour l'instant, pas de questions dans le chat. J'ai levé la main, Sylvain. Tu me donnes. Je te laisse la parole, Elias. Alors, j'ai un appel d'offres où on exige des preuves qui sont en dehors de ce que vous avez expliqué. Ils exigent les nombres de clics, le temps de connexion, même des émargements, des feuilles d'émargement. Qu'est-ce que je fais exactement? Je réponds, je réponds non, la loi ne le permet pas. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, on a parlé de cette clarification utile, voire nécessaire en amont. Dans le cadre d'un appel d'offres, on peut tout à fait donner les explications utiles et préciser comment les preuves qui conforment à la réglementation seront apportées. Ce sont des éléments qui peuvent être apportés dès la réponse à l'appel d'offres, en fait. Il y a quand même une gymnastique, à avoir effectivement pour nous EF entre la connaissance que nous avons de la réglementation, la connaissance qu'en ont les commanditaires, et puis au quotidien, dans la pratique, la connaissance qu'en ont les intermédiaires que nous allons avoir. Je m'explique. Vous pouvez vous retrouver dans la situation où, suite à une commande d'un OPCO, le responsable de la commande va être tout à fait au clair avec ses modalités. Il va intégrer qu'il n'y a pas de fiche d'émargement nécessaire, qu'il n'y a pas d'action, etc., etc. Par contre, quand l'action sera terminée et que vous vous retrouverez en direct avec le service financier, ou que les services financiers du YTA se retrouveront de gré à gré avec le service financier de l'OPCO, vous pouvez dans la réalité être confronté à une personne qui dira oui, mais alors pour vous valider la facture et la mettre en paiement, il me faut les feuilles d'émargement. Oui, mais madame, il n'y a pas de feuille d'émargement, les stagiaires étaient dans un parcours à distance. Oui, mais moi, si je n'ai pas la feuille d'émargement, je peux pas valider la facture. Donc, il y a quand même encore un effort, effectivement, Isabelle l'a dit, un effort de pédagogie à faire envers les commanditaires. Plus on peut cadrer en amont ces éléments,
plus c'est facile après dans la mise en œuvre. Mais on est parfois contraint, pour débloquer des situations, et notamment la mise en paiement de nos factures, de venir produire des documents qui n'ont pas de sens ou pas de valeur. Mais petit à petit, les choses font leur chemin. Et pour répondre à Elias également, on y est confronté nous aussi avec la région Nouvelle-Aquitaine. Dans le cadre des appels d'offres, notamment sur le PRF, il est demandé très régulièrement de mettre une partie des parcours sur une modalité de distanciel. Et là aussi, ils indiquent des règles dans le cahier des charges. On est bien obligé de se soumettre à ces règles si on veut pouvoir être validé dans nos actions. Mais là aussi, on fait remonter, nous aussi, dès que nos collègues des cellules appels d'offres nous interpellent sur ces cahiers des charges et leur contenu, on signale et on essaie de faire remonter via les relais qu'on peut avoir auprès de la région les incohérences qui peuvent exister entre la réglementation et les exigences du cahier des charges. Alors, depuis, une question est arrivée dans le chat par François. Existe-t-il un relevé standard d'épreuves? On va vous proposer. On va le voir un tout petit peu après, mais plus tard, on va vous proposer voilà, des éléments. Alors, il n'y a pas un relevé standard, hein, il y a tout un point de vue d'éléments. Ce qu'il faut retenir, s'il y a une chose à retenir, c'est que l'épreuve, ce sont toutes les preuves. La preuve, c'est la production du stagiaire. Donc, à chaque fois, c'est là aussi où on vous renvoie vers le premier webinaire sur cette notion où on avait parlé de la conception pédagogique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la conception pédagogique d'un parcours à distance, il faut intégrer dès ce temps de la conception les jalons, les activités, où il y aura une production, une trace du stagiaire au travers une saisie de texte, au travers la réponse à un questionnaire, au travers une publication sur un forum, au travers la production d'un document, le dépôt d'un fichier. Il faut qu'on ait un élément qui permette d'attester que le stagiaire a produit quelque chose. Et c'est cet élément qui va venir justifier, par exemple, sur une activité qui va durer 1 heure, pour laquelle il y avait des vidéos à regarder, des documents à consulter, un temps de travail collaboratif, eh ben, c'est le dépôt d'un document final qui va permettre de valider 7 heures de formation. Merci Jean-Louis pour cette réponse. Bon, je vois que certains collègues sont en train d'écrire. Valérie nous dit les preuves sont possibles quel que soit son outil pour travailler, par exemple avec un smartphone. Point d'interrogation. Oui, c'est pas le. Alors, quel que soit son outil, ça dépend de. Tout à l'heure, Isabelle l'a dit, hein, ça dépend de l'outil de formation. Après, le support, le matériel qu'on utilise pour se connecter à l'outil de formation, hein, que ce soit un smartphone, que ce soit un PC ou une tablette ou autre, ça pose pas de problème. Il faut que la trace de la production ait été pensée pour être accessible, là aussi, via un smartphone. Mais effectivement, les plateformes de formation à distance, Moodle Greta, est accessible via smartphone. Il y a l'application. Et nous, en Gironde, on a développé un parcours de micro-learning pour des aides à domicile qui est accessible uniquement via leur smartphone et où la preuve de participation est liée là aussi à l'utilisation du smartphone. Merci Jean-Louis. Donc là, je propose donc qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, eh bien, on va continuer. Il y aura un deuxième temps pour les questions, puis on pourra y revenir à la fin si besoin. Voilà, Jean-Louis, c'est pour toi. Oui, pardon, c'est à moi, excusez-moi, je perdais le fil. Je ne vois plus si j'ai... Excusez-moi, j'ai un petit souci. Jean-Louis, c'est moi qui partage l'écran, donc tu... Avec plus affiché en grand. Je ne sais pas le retour. Bon, on voit l'écran, on voit la diapositive. C'est moi qui partage Jean-Louis, donc tu peux ouvrir en local ton diaporama. Oui, je vois, d'accord. Donc, on voulait enchaîner dans le prolongement un petit peu sur les documents qui sont, on a évoqué plusieurs noms là, depuis le début de ce webinaire. Donc, pour rappel, conformément à ce qu'on vous a dit tout à l'heure sur les obligations minimales, les conditions cumulatives pour justifier de l'action de formation, donc les 2 documents obligatoires qu'on va trouver à minima, ce sont la convention de formation. C'est à minima la convention de formation qui doit permettre d'informer le bénéficiaire des modalités d'organisation de son parcours, notamment pour les modalités liées à des temps de formation à distance.
Et in fine, après, le certificat de réalisation qui va venir mentionner, là aussi, attester que c'est l'organisme de formation qui atteste que monsieur Martin ou madame Martin a bien réalisé l'ensemble de la durée estimée de son parcours, et il atteste de cela au travers des preuves qu'il a su conserver, maintenir. Donc, je reprécise là aussi que ces preuves, lorsque vous établissez le certificat de réalisation, vous attestez que la personne a réalisé son parcours, mais vous ne transmettez pas toutes les preuves, tous les résultats au quiz, tous les documents qui ont été produits au commanditaire. Mais vous êtes tenu de les archiver, de les conserver, pour pouvoir les produire en cas de demande. Donc, ces deux documents, le document en amont et en aval de la formation, l'information au travers de la convention, le certificat de réalisation qui atteste de l'assiduité et qui propose là aussi les résultats aux évaluations qui ont été programmées. On vous l'a dit, Isabelle vous l'a dit, dans le cadre des bonnes pratiques, on vous préconise d'aller un petit peu plus loin que ces deux documents à minima, en proposant au moins un programme très détaillé qui viendra là aussi préciser de manière la plus exhaustive possible la nature des travaux demandés, par exemple. Est-ce que c'est des temps de travail individuels, des temps collectifs, des temps collaboratifs, les modalités de suivi, d'évaluation, les moyens d'organisation, les moyens d'accompagnement et d'assistance. Et là aussi, comme je le disais tout à l'heure, même si c'est plus obligatoire au sens de la réglementation du décret de 2018, vous pouvez là aussi vous engager à dire, voilà, votre accompagnateur pédagogique, c'est monsieur ou madame Untel. Vous pouvez le solliciter via un mail, via un forum. Il s'engage à vous répondre dans un délai de 8 heures, 12 heures, 24 heures. C'est vous qui déterminez ces temps, mais vous pouvez venir préciser un certain nombre d'éléments. Vous pouvez également indiquer des prérequis nécessaires ou des conditions matérielles minimum pour participer à ces temps de formation à distance. Ça, c'est un programme. Et au-delà, on peut proposer un PIF. Alors, quelle va être la différence entre le programme et le PIF? Le PIF peut reprendre tous ces éléments, mais on l'a dit tout à l'heure, ce PIF, protocole individuel de formation, il a un intérêt majeur du fait que chacun s'engage au travers de sa signature. Donc on vient signer un contrat où chacun va venir préciser, où on va venir rédiger et établir ce que doivent faire les uns et les autres. Je vais essayer de prendre un exemple un peu concret pour que ce soit plus lisible pour vous peut-être. Lorsque, avec le CAFOC de Bordeaux, nous organisons des formations à destination des formateurs du Greta CFA Aquitaine, nous établissons un protocole individuel de formation. Et dans ce protocole individuel de formation, nous allons donc mentionner, par exemple, des éléments complémentaires concernant quelle est la règle de calcul des prises en compte des temps de formation des formateurs au sein du Greta CFA. Donc vous savez peut-être ou pas que selon le décret de 93 qui régit le statut et la mise en application du rôle de formateur au sein de l'éducation nationale et du Greta, il y a une règle du temps moyen de quotité de service qui s'applique, puisqu'on ramène le volume d'heures annuelles à un temps moyen de quotidien de service qui est de 3,6 heures. Ça signifie que lorsqu'il y a une action de formation en présentiel, sur une durée de 7 heures, on retient 3,6 heures comme durée de formation. Donc c'est le temps de formation qui est imputé au compteur du formateur, c'est 3,6 heures et non pas 7 heures. Donc lorsqu'on met en place une formation à distance, on va faire une règle de calcul sur cette base-là, 3,6 heures pour 7 heures. Et donc si j'ai un parcours qui va faire 21 heures, je vais appliquer 3 fois 3,6 heures au temps de formation qui sera dédié, qui sera comptabilisé pour le formateur. Donc ça, on l'écrit dans le PIF. Et donc, ça veut dire que le formateur sait la durée comment va être comptabilisé ce temps dédié à la formation et que le Greta, lui aussi, sait comment il va comptabiliser ce temps de formation. Et puis, on en profite aussi pour intégrer des éléments liés à, pour que le formateur puisse suivre correctement le parcours de formation qu'on lui propose, on demande à l'employeur, donc le Greta, de bien intégrer les temps de formation dans son emploi du temps et que le formateur ne se retrouve pas à suivre sa formation en dehors de son temps de travail, que s'il y a des classes virtuelles, par exemple, elles soient bien balisées dans son emploi du temps, de manière à ce qu'il soit disponible pour y participer, qu'il ne soit pas mobilisé par ses activités de formation. Donc là aussi, ça nécessite de produire ce document suffisamment à l'avance pour que le Greta puisse anticiper dans son plan de charge. Mais voilà, l'idée de ce protocole, c'est de venir un petit peu border
des éléments qui pourraient être des zones un petit peu litigieuses et de se prémunir de tout ça en ayant bien indiqué quels sont les droits et devoirs de chacun. Je ne sais pas s'il y a des questions là. Non, c'est Isabelle du coup, pardon, qui va enchaîner avec les. On revient sur cette notion de preuve que vous abordiez dans vos questions notamment. On peut prendre des questions néanmoins s'il y en a à ce stade. Pas. D'accord, donc oui, pour revenir sur les preuves, mais de façon très brève et synthétique, en fait, ce tableau apporte une vision simplifiée de celles qu'on peut recueillir dans les différentes situations pédagogiques qui sont rencontrées en formation. Alors, évidemment, on voit que et on sait que toutes les situations vécues en présentiel donnent lieu à des feuilles d'émargement, mais on peut constater dans ce document qui est émis par le FOD, le FFFOD, la feuille d'émargement n'apparaît jamais dans la modalité distancielle. Donc les éléments sur lesquels on s'appuie sont le plus souvent issus du LMS, donc YCFA, et ce sont notamment les tableaux de bord qui rendent compte des activités réalisées par les apprenants. Je voulais préciser que en fait c'était tout l'intérêt de travailler avec cet outil-là, parce que plutôt qu'avec les outils qu'on trouve sur le web et qui sont souvent intéressants sur le plan pédagogique, mais qui ne permettent pas toujours en fait ces relevés automatiques de réalisation de l'activité. Dans YTA, le parcours apprenant, il est complètement tracé, et du point de vue de l'organisme de formation, c'est un confort de pouvoir compter sur les éléments qu'on pourra récupérer de manière automatisée. Et puis, pour revenir sur cette question des demandes formulées, de temps de connexion, de feuilles d'émargement, etc., par mes connaissances de la réglementation, le pôle recherche et développement de Bordeaux a produit des documents qui sont consultables sur leur site web, mais qui vous seront également envoyés à l'issue de ce webinaire et qui vous serviront de mémo. Alors voilà, vous en avez une illustration par ce premier document qui constitue en fait un mémo des éléments de traçabilité, et un document qui concerne concrètement l'épreuve à partir d'exemples fournis. Donc c'est illisible, on est d'accord, mais ces documents voilà, vous seront transmis. Et on peut enchaîner s'il n'y a pas de questions, sinon j'y réponds. On y répond. Merci Isabelle. A priori pour l'instant, pas de questions dans le chat. Maintenant, si les collègues veulent se manifester, je vois François qui est OK. François, tu as la parole. J'en ai une. J'ai l'intention de mettre en place un parcours avec une partie à distance et pas forcément que sur YCFA. Je voulais savoir si, en fait, c'est sur un label cybersécu de l'ANSSI. Je voulais savoir si ça pouvait faire office de preuve aussi, le fait qu'ils aient réussi un parcours reconnu par l'ANSSI dans un autre parcours. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Votre question, c'est de savoir si le stagiaire obtient la certification, si on peut considérer qu'il a réalisé son parcours de formation à distance. C'est ça la question ? Une partie du parcours de formation. Parce que c'est cette labellisation ANSSI et n'est qu'une partie du parcours de formation à distance que je souhaite mettre en place. Encore une fois, l'obtention de la certification ou la validation de la certification, c'est une preuve en termes d'évaluation. Mais il faudrait que en fait, dans cette partie, je ne suis pas sûr de bien saisir, mais la partie de ce parcours-là que vous évoquez qui va être à distance, il faut qu'elle ait bien d'indiquer une durée estimée. C'est-à-dire que là, cette partie du parcours, elle va durer, je ne sais pas, 60 heures. À l'intérieur, vous avez une série de ressources et d'activités qui sont proposées. Donc, ce parcours, il peut être divisé en modules et en étapes qui, eux aussi, auront une durée estimée. Et en fait, vous pourrez valider chaque étape de ce parcours au regard des réalisations
réalisé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas dans ce parcours effectivement des jalons qui permettent de dire voilà, les 5 premières ou 10 premières heures, on a une série de quiz qui ont été réalisés avec le nominatif, on a une production. Théoriquement, vous n'êtes pas dans les clous. Il faut que la partie à distance soit organisée au regard de ce qu'on vient d'évoquer en termes de réglementation, donc des durées estimées et des preuves de production du stagiaire pour pouvoir justifier de son assiduité. Juste pour rajouter, ça sous-entend le fait qu'on soit bien maître de nos parcours. Hein, c'est-à-dire qu'on peut toujours, il y a des parcours aujourd'hui qui sont ouverts, type les MOOC, enfin toutes ces choses-là. Mais c'est du coup, pour nous, ça va être très compliqué d'utiliser un parcours qui est détaché de notre structure pour pouvoir amener des éléments de preuve derrière. Voilà, donc prudence à ce niveau-là. Voilà, ça peut être tout à fait, par contre, conseillé aux apprenants de pouvoir aller sur ces parcours-là. Mais en tout cas, nous, on aura énormément de difficultés, on sera en difficulté du moins pour amener des preuves. Ma question a été dans le sens où si je veux labelliser cybersécu une formation, il faut que je passe par ça, par ce dispositif de l'ANSSI. C'est effectivement un MOOC, ouais. Alors après, on pourra en reparler peut-être sur un temps dédié éventuellement. Nous, on avait organisé des formations pour les formateurs du Greta CFA qu'on avait appelé autour des MOOC, notamment en support. Enfin, une partie du support, c'était des MOOC de la plateforme Fun sur les thématiques liées à la classe inversée, des choses comme ça, par exemple. Mais là aussi, ça nécessitait qu'on ait une véritable ingénierie au départ pour bien savoir ce qui était compris dans le temps de formation du stagiaire dans son parcours Greta. Et pouvoir indiquer la partie des MOOC, on pourra en discuter pour qu'on puisse faire éventuellement un partage d'expérience à ce niveau-là. Ça nécessite d'avoir une ingénierie spécifique, effectivement, pour pouvoir intégrer un élément externe, mais comme le disait Sylvain, qu'on ait bien la maîtrise toujours de l'ingénierie du parcours et des temps de durée de formation estimés qu'on va proposer, même s'il y a des éléments externes qui viennent s'y greffer. Donc au travers d'activités de restitution d'une partie du MOOC, mais qui va être restituée sur la plateforme Greta CFA ou peu importe, mais on vous restitue une preuve de j'ai suivi cette partie du MOOC parce que je peux en faire une synthèse écrite ou parce que vous avez dédié un questionnaire complémentaire à cette partie du MOOC. Enfin voilà, il y a des éléments à imaginer pour pouvoir être dans les clous. Ouais. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer. C'est une précision concernant François. Je ne rajoute rien à ce que vient de dire Jean-Louis et Sylvain là-dessus. Moi, je conseille à tout le monde, lorsque vous avez des ressources externes, de faire à un moment donné, de l'intégrer dans votre schéma pédagogique, dans votre parcours de formation, au moins un point d'étape. Ce que vient d'expliquer Jean-Louis est tout à fait faisable, en faisant un point d'étape avec une activité, une restitution, quelque chose, un questionnaire, etc., qui vous permet à la fois de valider du contenu, tout simplement. Vous avez suivi telle formation X, Y, Z, qu'avez-vous retenu? Est-ce que vous déposez ici vos notes, quelque chose comme ça, ou bien un questionnaire qui reprend des éléments de votre clé, entre guillemets, de la formation annexe, et comme ça, on a une preuve absolue que la personne a suivi le parcours. Et vous pouvez donc, dans ce cas-là, ajouter les heures, donc le temps estimé de cette formation externe dans votre parcours actuel. Et la deuxième précision concerne les documents que Isabelle vous a montré tout à l'heure. Ici, c'est vraiment illisible, oui, parce que c'est une image qu'on a intégrée dans le diaporama. Donc, vous allez avoir avec la restitution donc de ce webinaire, c'est-à-dire le lien de revisionnage, vous allez avoir également des liens d'accès à tous ces documents-là. Juste préciser aussi qu'il y a différentes modalités finalement pour quand on a une ressource externe, enfin un parcours externe et qu'on souhaite le valoriser et rendre visibles les compétences acquises. N'oublions pas les open badges qui aujourd'hui pourraient faire partie d'une modalité qui permettrait de rendre visible et un petit peu de reconnaître ces compétences acquises sur un dispositif externe à une plateforme Greta CFA. Par contre, moi, ce que je conseille quand même, c'est que l'entrée pour tout ça, ça reste Greta CFA, pour qu'il y ait un véritable environnement de formation pour tous nos apprenants.
Eh bien, la suite. Alors, Jean-Louis, je te laisse la parole. Alors, je vais plutôt Oui. prendre la parole 2 secondes concernant cet aspect-là de l'aide juridique. Vous estimez avoir besoin de l'aide officielle, juridique officielle, hein. Vous avez donc, pour YTCFA, cité par Sylvain tout à l'heure, il y a beaucoup de groupes de travail concernant ce consortium YTCFA. Il y en a un qui s'appelle groupe juridique. Il est co-animé entre le Hauts-de-France et Bordeaux. Donc Jean-Louis Santonneau co-anime ce groupe de travail qui fournit énormément de ressources et de réponses aux questionnements que vous pouvez vous poser. Sachez que si vous avez besoin d'un conseil ou d'aide juridique, vous pouvez contacter ce groupe de travail via vos administrateurs. Pour l'Académie de Bordeaux, c'est administrateur et correspondant. Pour l'Académie de Bordeaux, c'est moi-même et Jean-Louis Santonneau. Pour l'Académie de Limoges, Isabelle, je crois. Non, c'est Daniel Guessé. Daniel Guessé. Et pour l'Académie de Poitiers, c'est Sylvain. C'est bien ça? Oui, oui. Tout à fait. D'accord. Vous avez en plus de tout cela un service juridique dans les rectorats. Malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, concernant la FOAD, ils ne sont pas très au fait. Donc, si vraiment la question concerne des points de réglementation concernant la mise à disposition de parcours de formation distanciel, eh bien, je vous conseille vivement de vous rapprocher de ce groupe juridique accessible. Le plus simple, hein, encore une fois, hein, c'est via Daniel ou via Sylvain ou via Jean-Louis ou moi-même, et on vous apportera la réponse qui correspond à votre besoin. On entend par juridique, là on a parlé de la réglementation, hein, c'est une partie de la problématique, mais par exemple on s'attache aussi à travailler dans ce groupe sur tout ce qui va concerner la notion de droit d'auteur et l'utilisation des ressources en formation, hein, qu'on peut piocher à droite à gauche, et des ressources produites par les formateurs au sein du GRETA, à qui appartiennent-elles. On s'attache à des sujets aussi, là nous on a été sollicité récemment là, dans le cadre du GIP à Bordeaux pour déterminer des périmètres sur des chartes d'usage du numérique, hein, par les stagiaires. Donc voilà, il y a toute une série de points qui sont liés au juridique, qui ne sont pas uniquement du ressort de la réglementation de la formation à distance, mais qui peuvent être de véritables sujets pour nous tous au quotidien. Je crois que c'est le moment, Elias, de faire la synthèse du coup du questionnaire. Avec le micro, peut-être, Elias? Justement, j'étais en train de parler dans le vide, je suis désolé. Je disais que concernant cet aspect juridique également, donc un parcours qui est en cours de conception, finalisation sur les droits d'auteur effectué par le groupe juridique qu'on a accueilli à Bordeaux, qui sera disponible sur la plateforme YTCFA, on va dire bientôt. N'est-ce pas, Jean-Louis? Très bientôt. Et puis, une information sera donnée donc toujours à travers les correspondants, les administrateurs, les correspondants et les administrateurs de votre académie. Non, je suis allé vite. Je suis allé vite. Ah, non, c'est pas ici. Hop. Donc, à présent, on va vous demander également, s'il vous plaît, de bien vouloir. Quelqu'un peut le mettre dans le chat, s'il vous plaît, parce que je suis en projection. Ouais, c'est le même sondage que tout à l'heure, hein, c'est les mêmes questions. Maintenant que vous avez assisté au webinaire, mais peut-être que vos réponses seront différentes. On a été plus rapide. Voilà, Oui, Sylvain était dans le plus chat. rapide.
Merci Sylvain. Et à Qui ce a gagné, stade, Sylvain? pour les prochains webinaires, on mettra une musique de fond pendant que vous répondrez au questionnaire, ce qui m'évitera de faire du remplissage. Juste vous dire, pendant que, alors beaucoup de personnes parmi nous, vous savez faire deux choses en même temps, c'est-à-dire répondre au questionnaire tout en étant extrêmement attentif aux questions et donc ne pas répondre de travers. Et puis, écouter ma douce voix qui fait le fond je peux chanter, mais ça sera moins bien. Et pour vous parler donc des prochains ateliers d'expérience, de partage d'expérience, dont je ne vous annoncerai pas les thèmes, tout simplement pour maintenir le suspense. C'est beaucoup mieux comme ça. Je suis une adepte du teasing, vous savez, qui a existé il y a quelques années. Bon, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais c'était une campagne de pub qui disait demain j'enlève le haut, demain j'enlève le bas. Ben voilà, c'est du teasing. Alors je ne vais rien enlever du tout parce qu'en plus il fait froid. Par contre, vous dire que d'ici la fin de l'année, il y aura 2 ateliers de partage d'expérience sur des thématiques mystérieuses. Mais que nous sommes, avec le groupe de plan de développement des compétences des CFC, très, très attentifs à vos suggestions et à vos besoins, vos attentes. Donc, n'hésitez pas, soit en passant par les membres de vos académies de ce groupe-là, à savoir Hélène Balme, Marie-Claire Pagnou, Claire Gaillard pour les 3 académies, ou moi directement. De toute façon, nous communiquons entre nous, donc nous partagerons bien entendu la chose. N'hésitez pas à nous communiquer vos idées et d'ici la fin de l'année, donc vous aurez droit à 2 autres rendez-vous sur ces thèmes. Vous aurez droit aussi à d'autres propositions de contenu de formation ou d'information. Puisqu'on est quand même dans un groupe de travail extrêmement actif et j'en remercie d'ailleurs les participantes. D'ailleurs, s'il peut y avoir un homme qui nous rejoint, ce serait bien. On ne sait jamais. Est-ce que c'est bon, Elias? Est-ce que tu es parfait? C'est parfait. Pour le début du questionnaire, le questionnaire du début du webinaire, il n'y a eu que 8 participations. Donc, en majorité, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas bien informé sur la réglementation. Vous n'êtes en majorité pas outillé pour appliquer cette réglementation et en totalité, vous ne maîtrisez pas la notion de preuve de formation à distance. Et puis, en majorité, vous pensez mettre en œuvre un projet e-formation. Pour la fin du questionnaire, du webinaire, il y a eu plus de réponses, donc le résultat, malheureusement, est un peu faussé. Bien informé, oui, donc totalité. Pensez-vous être outillé? Maintenant 11, il reste une personne qui n'est pas outillée, mais quand elle va recevoir, cette personne, le lien vers la documentation synthèse que nous avons réalisée, eh bien, j'espère que cette personne sera outillée. La maîtrise de preuve, on a essayé de vous apporter le maximum de choses possibles, la loi est claire. La pratique en est une autre, on ne va pas revenir sur le début, hein. La pratique où les exigences des clients peuvent être complètement farfelues jusqu'à maintenant, en commençant par la région Nouvelle-Aquitaine. Eh bien voilà, donc vous êtes en majorité content. Pensez-vous mettre en œuvre un projet e-formation? Donc en majorité oui. Cependant, si encore une fois, nous allons vous envoyer tous les éléments. Si vous avez besoin, si en cours de route, une question vous traverse l'esprit, ne restez pas avec. Vous pouvez la mettre au débat. Vous avez reçu un mail de ma part hier pour vous rappeler ce webinaire. Eh bien, vous avez nos coordonnées à travers ce mail notamment, et vous pouvez nous contacter directement et on vous apportera la réponse la plus complète possible. Eh bien, je pense que le temps est écoulé. Merci à tous. D'abord, merci aux animateurs Elias, Isabelle, Sylvain et Jean-Louis. Merci vraiment parce que je pense que ces 2 ateliers de partage d'expérience, de votre expérience en l'occurrence, ont été extrêmement probants.